L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 7, Frédéric Steinberg, responsable du Centre d'expertise sport handicap à l'INSEP. Je reçois Frédéric Steinberg, responsable du Centre d'expertise sport handicap, le CESH, à l'INSEP. Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Frédéric, déjà pour commencer, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est le Centre d'expertise sport handicap, en quoi consistent ses missions exactement? Alors, le Centre d'expertise sport handicap, c'est un des pôles ressources nationaux du ministère des Sports. Il y en a 4 pôles ressources nationaux. Il y en a un à Vallon-Pont d'Arc sur le sport de nature. Un autre sur le sport innovation qui se situe au CREPS de Nantes, un troisième sur le sport santé bien-être au CREPS de Vichy, et puis le quatrième sur le sport handicap. Et on est situé donc à l'INSEP depuis bientôt 3 ans. Et les 4 pôles ressources nationaux, en fait, sont des missions d'appui au service de la direction des sports. Alors avec des thématiques politiques prioritaires. Donc de fait, sur le sport handicap, on est, nous, sur de l'outillage en direction de la direction des sports, enfin avec la direction des sports pour la direction des sports. De l'outillage, ça veut dire des guides, ça veut dire des séminaires, ça veut dire de la formation, ça veut dire en fait un outillage, je dirais, national, et ça veut dire aussi de l'animation des services déconcentrés. On est en appui de la direction des sports, en lien avec les directions régionales, en lien avec les services départementaux, et également en lien avec, bien sûr, avec les établissements, avec les CREPS et puis les instituts sur les territoires. Donc on est sur de l'expertise, on est sur du conseil et globalement sur la production d'outils, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent servir à la fois à nos services, mais bien sûr globalement à l'écosystème du parasport. Là, par exemple, on a, nous, un outil qui est assez emblématique, qui s'appelle le HandiGuide. Le HandiGuide, c'est une plateforme qui recense l'ensemble des offres parasportives. Et ces offres, en fait, elles sont soit des offres qui sont portées par des clubs, de bons sportifs, je dirais, traditionnels, mais c'est également des établissements médico-sociaux, ça peut être des collectivités territoriales ou de structures commerciales. Il y a des salles de remise en forme qui peuvent avoir une offre de pratique spécifique en direction des publics parasportifs, avoir une politique d'accessibilité particulièrement dynamique. Donc voilà, on a vraiment ces quatre entités, je dirais, qui peuvent faire connaître leur offre de pratique. Et donc, ça c'est un outil emblématique parce que les structures font connaître leur offre de pratique, mais les services de l'État valident au niveau départemental cette offre de pratique, donc à la fois aussi bien au niveau de la forme, du fond. On n'est pas du tout sur une démarche qualité, mais enfin, on n'en est pas si loin que ça, puisqu'il y a quand même une validation en fait de l'offre par les services de l'État. Ce travail-là, on le fait en lien avec les référents aussi nationaux des fédérations sportives. C'est-à-dire que le référent État départemental va valider l'offre, mais on travaille en lien avec les fédérations qui, elles, peuvent avoir justement des démarches de labellisation, de démarches qualité, et certaines sont très proactives en la matière, notamment les fédérations, bien sûr, qui sont délégataires.
Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais bon voilà, c'est intéressant d'en parler parce qu'on a beaucoup communiqué, ça fait une dizaine d'années que cette plateforme existe et elle est depuis peu internalisée à l'INSEP au niveau logistique, au niveau informatique, donc qui nous permet en fait de développer une nouvelle ergonomie, des nouveaux modes en fait d'organisation et de communication avec l'ensemble des acteurs. Voilà, donc c'est un outil qui est emblématique pour le CESH. D'accord. Alors, pour situer un peu ton parcours, est-ce que tu peux parler un peu de ton passé professionnel et puis, évidemment, le cheminement qui t'a fait arriver ici à l'INSEP? Alors, mon passé professionnel, autant dire que la rencontre, je dirais, avec le secteur sportif, elle est relativement fortuite, puisque même si j'ai eu un niveau, je dirais, correct en volleyball, j'ai joué une dizaine d'années, j'ai joué plutôt à un bon niveau, mais rien d'exceptionnel. La relation avec le secteur sportif, elle est fortuite et elle est très liée en fait aux questions au départ d'emploi, de formation et de professionnalisation. Je m'explique un petit peu, c'est-à-dire que moi j'ai une formation de juriste en droit du travail. J'ai travaillé à l'ANPE, ce qui s'appelait l'ANPE avant, maintenant qui s'appelle Pôle emploi, qui s'appellera France Travail bientôt. Et j'ai travaillé donc beaucoup sur les questions d'emploi, de formation. Je suivais les demandeurs d'emploi, j'étais dans la relation avec les entreprises, travail sur la création d'entreprises, sur l'insertion professionnelle. Donc ma formation en droit du travail, après, je l'ai déployée, je dirais, au sein d'une institution d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et ensuite, j'ai travaillé j'ai travaillé au sein de collectivités territoriales, puisque l'ANPE, je suis resté, je dirais, 7-8 ans à peu près, au sein de 2 agences dans des banlieues parisiennes. Et j'ai après travaillé en collectivité territoriale. Donc j'ai travaillé dans 2 grosses villes de régions parisiennes. Première ville où j'ai continué, je dirais, j'étais responsable de l'emploi et de l'insertion. Alors je suivais, à l'époque c'était un gros dispositif qui s'appelait les emplois jeunes. Donc en gros c'était le gros déploiement des emplois jeunes avec une dynamique très transversale sur les nouveaux métiers, mais qui m'a permis de travailler avec l'ensemble des services des collectivités. Mais j'étais aussi sur tout ce qui était ce qu'on appelait les associations intermédiaires, les régies de quartier. Voilà. Donc c'est vraiment une expérience très centrée sur l'emploi, l'insertion professionnelle, voire l'insertion par l'activité économique. Et puis j'ai, dans une autre collectivité, grosse collectivité, bifurqué sur les ressources humaines, puisque je suis retrouvé responsable du recrutement, de la formation et de la mobilité interne au sein d'une DRH. Donc je manageais une dizaine de personnes. Et c'est pareil, on était sur un boom des 35 heures. Et donc il y a eu énormément de recrutement. C'était une ville, je dirais, un peu connotée à gauche, donc qui a beaucoup recruté. Et j'ai beaucoup recruté des cadres de tout niveau, enfin A, B, C, mais des directeurs aux agents d'entretien avec une grosse connaissance, je dirais, de tous les secteurs d'activité. Et en matière de formation, mis en place un plan de formation de la même façon sur la mobilité interne. Donc, comme tu peux voir, en fait, moi, mon parcours professionnel, il est plutôt centré sur le social, sur le droit du travail, sur la formation, sur l'emploi. Même si j'ai accompagné des dispositifs type emploi jeune qui permettaient de travailler aussi en interne au sein de ma collectivité territoriale, mais aussi dans l'accompagnement des associations qui développaient à l'époque beaucoup d'emplois et notamment des clubs sportifs. Donc il y avait
déjà dès ce moment-là un travail en fait que j'ai mené d'accompagnement à la professionnalisation dans le cadre des nouveaux services emploi jeunes où finalement le salarié était le promoteur finalement de la propre pérennisation de son emploi. Donc il y avait une dynamique très 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 particulière et ça m'a permis de rencontrer en tout cas plein de secteurs d'activité différents et notamment le secteur sportif. Alors, à un moment donné, après ces différentes expériences professionnelles, j'ai eu l'opportunité de développer, de déployer mes compétences en matière d'emploi au sein du ministère des Sports, où je me suis retrouvé en fait chargé de mission de l'emploi. À l'époque, c'était une ministre bien connue dans le réseau Jeunesse et Sport, Marie-Georges Buffet. J'ai connu un peu la fin, je dirais, en tant que ministre. Elle était extrêmement proactive dans le développement du dispositif nouveau service emploi jeune. Ce qui m'a donné un certain nombre de moyens et ce qui m'a permis de travailler avec un grand nombre de fédérations sportives dans l'accompagnement, dans la professionnalisation. Voilà, c'est comme ça que je dirais que ça a commencé avec le secteur sportif. Avant de partir de la NPE, j'avais ressenti un besoin, je dirais, d'expertise, de connaissances, de compétences complémentaires que j'ai vite recherché parce que la NPE, on était un peu le nez dans le guidon. Donc j'ai finalement, dès le début, passé un DEA, en gros qui correspond au Master 2 aujourd'hui. Un DEA, alors ça peut-être te fait rigoler, mais qui s'appelle un DEA anthropologie juridique. Donc c'était un peu une remise en question finalement de tout mon parcours juridique à travers les sociétés africaines, une remise en cause du droit. En gros, ce que j'avais appris, c'était que le droit, c'était du droit écrit. Forcément, lorsque tu étudies les sociétés africaines, tu vois que l'oralité est extrêmement importante. Alors, tout ça pour dire que j'avais une volonté de recherche, d'innovation, d'originalité, et après que j'ai poursuivi en faisant de multiples voyages en Afrique noire, que ce soit dans des associations humanitaires ou un peu entre guillemets en tant que baroudeur. Voilà, donc j'ai un fort attachement au continent africain. Et puis j'ai poursuivi sur un DEA sociologie du travail, toujours teinté beaucoup Afrique noire. Voilà, tout ça, enfin, ça n'a pas forcément de lien avec le sport, mais voilà, j'ai toujours été dans une recherche de curiosité intellectuelle et de sens aussi, qui m'a toujours un peu guidé aussi dans ma carrière professionnelle. En arrivant au ministère des Sports, je connaissais assez peu le secteur sportif et j'ai découvert un secteur très, très étonnant d'un point de vue de mon champ de compétences qui était l'emploi et la formation. Avec au niveau de la formation des diplômes, un grand nombre de diplômes, un grand nombre de réglementations liées à la réglementation des disciplines souvent, et puis en matière d'emploi, beaucoup d'innovations. Il y avait eu la création d'un dispositif qui s'appelle Profession Sport, qui avait été créé par Roger Bambuc il y a bien longtemps quand il était ministre des Sports, et qui avait été mis en place dans chaque département pour répondre aux besoins de l'emploi sportif qui est par nature fractionné, à temps partiel, saisonnier. Donc quand je suis arrivé au ministère, en tant que d'abord comme chargé de mission, puis après adjoint chef de bureau, puis après chef de bureau, j'ai beaucoup travaillé en fait sur la question de l'emploi et comment on pouvait travailler sur la qualité de l'emploi. Et donc il y avait ce dispositif Profession Sport, mais on a énormément travaillé sur les groupements d'employeurs. Et puis, dans la continuité, sur des formes d'organisation du travail un peu innovantes qui permettent d'être sur l'hybridation des ressources privées, publiques, avec un travail sur la gouvernance partagée. Et j'ai été amené à travailler beaucoup
sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif dans le sport, avec à chaque fois des guides. On parlait des groupements d'employeurs, on a travaillé sur des guides, sur de la communication, et pareil sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et avec un certain nombre de partenaires du mouvement sportif. Le CNOSF était très intéressé à l'époque, avec Bernard M. Salem, qui l'est toujours, et sur finalement, autour des questions d'emploi, la question du modèle économique est venue se poser. Et comment on accompagne l'évolution des acteurs du sport, du mouvement sportif, mais aussi tous les autres acteurs qui sont à côté, les acteurs territoriaux, les collectivités territoriales, le sport loisir, mais aussi le sport touristique, éventuellement même le sport professionnel, parce qu'on voit que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, finalement, elles se sont pas mal déployées sur des clubs de sport collectif sur un niveau, je dirais, pas de Ligue 1, mais plutôt de Ligue 2 ou de fédéral, parce que voilà, on est sur l'hybridation des ressources et des financements, et on est autour de la recherche de partenaires dans le cadre d'une gouvernance un peu renouvelée. Donc voilà, donc c'est finalement j'ai exploré pas mal en arrivant au niveau du ministère des Sports. Et j'ai découvert des acteurs du champ sportif à la fois très innovants, très attachants, parfois avec un manque de professionnalisation, parce que finalement c'est un secteur qui assez peu professionnalisé, le secteur du sport, qui considère que en effet le secteur associatif s'est professionnalisé un peu tard, et c'est une réalité, et encore plus le champ sportif associatif. Par exemple, la dernière convention collective à avoir été créée, c'est celle du sport. Donc c'est vraiment un vrai révélateur. Donc ça veut dire que tout ça, c'est à construire, à professionnaliser avec les partenaires sociaux. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec les partenaires sociaux du secteur sportif, que ce soit les syndicats d'employeurs, le COSPOS ou d'autres syndicats d'employeurs spécifiques, mais aussi les syndicats de salariés, et puis dans d'autres secteurs où il y a finalement peu de représentation des syndicats de salariés et d'employeurs, parce que c'est beaucoup de travailleurs indépendants, avec les syndicats de travailleurs indépendants, notamment les professionnels des sports de nature. Ce qui a beaucoup irrigué en matière d'emploi le secteur sportif, c'est les emplois aidés. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure des emplois jeunes. Les emplois jeunes ont été prolongés par les emplois d'avenir, puis les contrats d'accompagnement dans l'emploi. Tous les dispositifs finalement mis en place par le ministère du Travail et qui ont été utilisés à fond par le milieu associatif sportif, avec parfois des effets d'aubaine, parfois même des utilisations qui ne correspondaient pas forcément à la philosophie des dispositifs en question, qui étaient plutôt autour de l'insertion. Et puis le sport, le milieu sportif a plutôt besoin d'emplois liés au développement et pas forcément d'insertion. Et ce qui a conduit sans doute à booster l'emploi au sein de l'Agence nationale du sport, avec des volumes très conséquents pour booster la professionnalisation, en sachant qu'il y avait des grosses différences entre les emplois de l'ANS, qui sont des emplois de développement, des emplois même si on a la terminologie emploi aidé qui, à mon avis, qui est pas la bonne au niveau de l'ANS, c'est vraiment plutôt des emplois soutenus par l'ANS, mais dans un objectif de développement fort. On est vraiment sur de la professionnalisation, dans un peu de la dynamique d'ailleurs des fameux nouveaux services emploi jeunes. Contrairement aux emplois du ministère du Travail où il y a de l'insertion professionnelle derrière, où on est sur des publics en difficulté. Alors, tout ça pour dire que les sportifs ou les salariés, les futurs salariés dans le milieu sportif ne sont pas forcément pas en difficulté. Il y en a bien évidemment, mais ça répond pas forcément aux besoins des clubs. Voilà. Bon, donc j'ai découvert un milieu sportif très très attachant, en cours de professionnalisation. Et puis j'ai découvert aussi des services de l'État
assez extraordinaires, les services de l'État jeunesse et sport, que ce soit au niveau régional, départemental, des établissements, qui ont une capacité d'innovation, qui ont une capacité de réactivité, qui sont atypiques, je dirais, peut-être dans l'organisation des services de l'État. Bon, cette organisation, elle est un peu différente aujourd'hui, hein, parce qu'il y a moins de moyens, il y a moins de personnel, il y a un rattachement, je dirais, avec l'éducation nationale qui fait que les leviers d'action sont différents. Mais vraiment, j'ai été assez bluffé, je dirais, de ces services de l'État très, très atypiques, très efficaces, je trouve, en effet, très efficaces. Et dans l'innovation organisationnelle, managériale et sociale. Alors, tu as déjà un petit peu répondu à la question suivante tout à l'heure en parlant de volleyball, mais je la pose quand même. Es-tu toi-même un amateur de sport? Alors déjà en tant que spectateur, mais aussi en tant que pratiquant. Est-ce que tu pratiques toujours? Alors moi j'ai toujours fait de l'activité sportive, mais alors absolument pas dans le haut niveau, hein. Je veux dire, moi je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai joué au volley une dizaine d'années, j'ai eu une petite expérience, une année d'expérience en National 3, mais qui je dirais qui s'est vite écourtée, donc je dirais que c'est plutôt une expérience plutôt malheureuse. Le haut niveau, c'est quelque chose que je connais pas, et de fait ma pratique sportive elle est celle de quelqu'un qui aime le sport, qui aime l'activité physique. Donc oui, voilà, enfin j'ai traversé le Sénégal à vélo, j'ai fait du kayak au Groenland. Voilà, j'aime bien les sports de nature, j'aime bien courir, j'ai un niveau au tennis plutôt correct, voilà, mais je reste un amateur, je dirais, et absolument pas un fin connaisseur, je dirais, du sport de haut niveau. Je suis un spectateur, je me méfie en fait globalement des grands événements sportifs. Je suis pas spécialement à l'aise d'aller voir d'aller dans des stades au sein d'une foule de supporters. C'est pas trop ma tasse de thé. Je suis complètement plus à l'aise mais comme d'ailleurs par rapport à mes aspirations en matière culturelle, hein. Quand je vais voir un concert de musique, je vais dans une petite salle, je vais pas dans une grande salle. Bon, ça m'empêche pas de regarder à la télévision des tournois majeurs, que ce soit en tennis, en foot, en rugby, enfin voilà. Mais voilà, je me méfie un petit peu en fait du phénomène de groupe, et il y a des on a du très positif comme il me semble du très négatif. Pour revenir au centre d'expertise sport handicap, tu as parlé un petit peu de ces missions tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais détailler, par exemple, quelques actions qui ont déjà été menées par le CESH? Oui, alors, par exemple, là, on a organisé un séminaire où étaient présents essentiellement... ça se déroulait dans le cadre du plan national de formation, donc c'était destiné plutôt aux collèges, je dirais, avec des services déconcentrés, des DRAGES, des CREPS, mais aussi des fédérations. Et on a donc accueilli 70 à 80 personnes qui étaient présentes. Il y avait des tables rondes et il y avait des thématiques un peu spécifiques. Donc là, par exemple, la matinée, la thématique était celle de l'activité physique et sportive des personnes en situation de handicap qui ne sont pas en établissement médico-social, qui sont chez elles. On considérait en effet qu'il manquait un certain nombre d'études scientifiques sur le sujet, autant sur la pratique sportive en établissement médico-social. Il existe un certain nombre d'études, même si
globalement, je dirais les études et les scientifiques sont relativement peu intéressés au sujet, donc ça arrive, mais voilà, il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs du milieu parasportif pour développer ensemble des études qui ont de la pertinence. Donc par exemple, cette étude, elle a été mise en place par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, avec l'ONAPS, donc qui est un observatoire national contre la sédentarité et pour l'activité physique, et financé par le ministère des Sports, financé par le Comité paralympique sportif français et par l'Agence nationale du sport. Donc là, les trois acteurs, je dirais, principaux de l'écosystème parasportif se sont mis ensemble pour financer une étude qui était importante, qui était pertinente. Et dans le cadre donc, de ce séminaire, il y a eu une présentation et puis suivi d'une table ronde pour qu'un certain nombre d'acteurs, je dirais, puissent échanger sur cette question et sur le développement du sport pour les personnes en situation de handicap, et plus particulièrement celles qui sont à domicile. C'est un exemple, c'était le sujet de la matinée. Pour information, l'après-midi, on a eu un autre sujet qui est un sujet assez peu investigué, je dirais aussi, qui est celui de la discrimination dans le secteur sportif des personnes en situation de handicap. On a... pour notre expertise et pour faire connaître un certain nombre de sujets, développer des lettres juridiques et notamment un dossier spécial sur la discrimination dans le secteur sportif qu'on a rédigé avec le service des défenseurs des droits. Ce dossier qui est sorti il y a à peu près maintenant 8-9 mois a été en fait la base de la présentation et des échanges qu'on a eu ensuite avec un certain nombre d'acteurs sur la discrimination dans le secteur sportif, la perception qu'on peut avoir de la discrimination, mais aussi la qualification juridique de la discrimination. Entre la perception et puis de fait la qualification, on est c'est un sujet qui est différent, mais par contre on peut aussi éveiller les personnes qui sont en situation de handicap à d'éventuelles possibilités pour elles d'aller devant le service défenseur des droits pour dire voilà, je considère que je suis discriminé, je suis sourd, j'ai 10 ans, je veux jouer au foot, on m'interdit de jouer au foot, on m'interdit de jouer au foot loisir, on m'interdit pas de loisir, mais on m'interdit de faire de la compétition. Voilà, enfin, ça pose problème. Et il existe en fait la possibilité de saisir, par exemple, en effet, le service défenseur des droits, voire organiser une conciliation. Et ça peut faire bouger un peu à la fois les fédérations, ça peut faire bouger peut-être les normes. Voilà, c'est un exemple, en sachant que la discrimination n'est pas de fait, il faut qu'elle soit qualifiée juridiquement. Il faut pouvoir aussi démontrer qu'il y a véritable discrimination, qu'il n'y a pas eu un aménagement raisonnable qui a pu être mis en place. Est-ce que cet aménagement est possible? Est-ce qu'il n'est pas disproportionné? Il y a un certain nombre de clubs en fait ne sont pas en capacité de mettre en place ces aménagements. Par contre, il faut qu'ils le démontrent. C'est la charge de la preuve et de leur côté pour démontrer qu'ils n'ont pas pu mettre en place tous les aménagements raisonnables, ce qui fait que, en effet, malheureusement, l'inclusion n'était pas possible. Voilà, donc c'était le deuxième sujet, la deuxième thématique de l'après-midi, avec des personnes qui étaient autour de la table, un dirigeant de la Fédération française handisport qui lui-même
pratiquant de cécifoot et qui est non-voyant, une autre personne qui était en fauteuil, qui fait du basket fauteuil. Il y avait aussi la référente en fait autisme de la Fédération de sport adapté. En fait, tout type de handicap qui sont plus ou moins bien, voilà, avec des perceptions qui peuvent être très très différentes en fonction des handicaps, en fonction de là où on se positionne, si on se positionne en tant qu'usager potentiel, en tant qu'institution, en tant que fédération sportive, en tant que collectivité territoriale. Il y avait aussi dans cette table ronde une représentante en fait qui était une institutrice, enfin une professeure des écoles, qui était aussi référente inclusion de l'UCEP, qui est la fédération de l'école primaire, en sachant qu'en effet que l'inclusion des personnes en situation de handicap, et là en l'occurrence les enfants, est une obligation dans le milieu scolaire. Dans le milieu associatif, les règles et les codes qui sont applicables ne sont pas forcément les mêmes, même si on tend bien sûr vers le même objectif de la plus grande inclusion en fait des personnes en situation de handicap dans la pratique sportive. Voilà, c'est un deuxième exemple, deuxième après-midi d'un séminaire comme tel qu'on peut l'organiser. Ça, c'est donc l'exemple du séminaire. Alors, il y a un travail de fond qu'on fait également en ce moment. Ce que j'ai pas dit, c'est que le centre d'expertise pour handicap a pris le relais d'un pôle ressources nationales pour handicap qui existait avant au Krebs de Bourges, et qui avait produit un certain nombre d'outils particulièrement pertinents, intéressants, et notamment des guides sur l'accessibilité des établissements recevant du public, et bien sûr des ERP sportifs, et par type de ERP sportif, donc le gymnase, il avait été aussi travailler les bases nautiques, les piscines, les bases de plongée, enfin voilà, les patinoires. Et ça faisait un moment que ces guides avaient été produits, la réglementation a évolué, il y a eu beaucoup d'innovations aussi technologiques, et puis il y a une sensibilisation beaucoup plus forte grâce au milieu parasportif, grâce aux élus des collectivités territoriales qui sont beaucoup plus sensibles au sujet. Ce qui fait qu'il nous a semblé nécessaire de travailler sur un guide sur l'accessibilité, de rédiger un guide sur l'accessibilité, en direction, sur les gymnases multisports, parce que ce sont les gymnases qu'on trouve le plus au sein des collectivités, de gymnases un peu substantiels, importants, multisports, aux gymnases lambda qu'on peut trouver notamment en milieu rural. On est en plein chantier de la rédaction de ce guide sur les gymnases multisports et sur leur accessibilité. Alors il y a l'accessibilité, bien sûr, autour du code de l'urbanisme, de l'accessibilité vraiment du bâti. Et là, il faut qu'on regarde espace par espace. Au sein du gymnase, il y a les sanitaires, il y a la banque d'accueil, il y a les douches, sanitaires, je parle douches et toilettes. Il y a bien évidemment les aires de pratique qui sont plus ou moins accessibles. Et puis, avant d'entrer dans le gymnase, on a les parkings qui sont souvent sous-dotés en places, en PMR. Et donc, et ce qu'on peut voir aussi dans le secteur sportif, c'est la difficulté, notamment lorsque on est sur des compétitions ou des tournois et qu'on mobilise beaucoup de joueurs ou de staff
pour accéder au gymnase, dans la mesure où un certain nombre de joueurs qui sont en fauteuil, qui pratiquent un sport collectif, arrivent à une dizaine de personnes et qu'en gros, il y a un tournoi, on est vite saturé en termes de place PMR, surtout que souvent ils viennent en minibus, en car, avec des vannes, qu'il faut prévoir des haillons pour que le fauteuil roulant puisse aller glisser en fait du van sur le sol. Voilà, donc il y a voir dans sa globalité en effet la difficulté d'accessibilité. J'ai parlé beaucoup du handicap moteur et notamment donc du handicap fauteuil, mais il ne faut pas oublier aussi les autres types de handicap, le handicap mental, le handicap psychique, les handicaps sensoriels, que ce soit le handicap des malvoyants ou des personnes aveugles ou des personnes sourdes ou malentendantes, qui ont d'autres problématiques d'accessibilité, que ce soit sur le parking, que ce soit dans différents espaces ou sur les aires de pratique, sans oublier, bien sûr, pour arriver au parking, soit on y va en voiture, on y va en car, mais on peut y aller aussi en transport en commun. Et on sait bien que l'ensemble des transports en commun ne sont pas toujours accessibles. Donc, on a mené ce travail avec un comité de pilotage, avec l'association des élus du sport, avec l'association des directeurs des sports, avec les fédérations handisport, sport adapté, le comité paralympique. Et puis, plein de personnes qualifiées pour à la fois analyser la réglementation, mais aussi analyser quelles sont les innovations qui peuvent être mises en place. Les innovations technologiques, il y en a un certain nombre, et elles sont quand même particulièrement intéressantes. Donc avec l'autre pôle, dont j'ai parlé tout au début, le pôle sport innovation qui est au Krebs de Nantes, on a cherché à repérer tous les gymnases qui étaient innovants, voire même à faire des visites apprenantes. Donc on a fait des visites apprenantes alors dans l'Est et puis dans le Nord. Il y en a en banlieue parisienne. Il y a pas mal d'équipements qui vont jaillir de terre, comme celui qui est le plus charismatique, qui s'appelle Prism, qui est alors plus qu'un gymnase, c'est carrément un espace dédié à l'ensemble des activités parasportives qui est en train d'être construit sur Bobigny, qui est construit grâce au conseil départemental avec d'autres acteurs bien sûr, avec le conseil régional, avec l'ANS, etc. en termes de financement, et qui va être vraiment alors, je ne sais pas si ça va être un INSEP parasport. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des acteurs souhaitent que justement que ça soit un INSEP destiné aux acteurs du parasport. Et d'ailleurs, pas seulement destiné au haut niveau, mais aussi au sport pour tous. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que le centre d'expertise pour handicap, même si on est au sein de l'INSEP, nos missions, elles sont absolument pas sur la performance et sur le haut niveau, mais elles sont sur le parasport. Donc, pour revenir à ce que je disais, on a un certain nombre d'équipements qui arrivent, qui sont très innovants. Donc, je parlais de Prism, mais par exemple, on n'y est pas encore allé, mais il y a la CIM à Troyes qui a un lieu assez fantastique, semble-t-il, pour la montagne et l'escalade, pour le haut niveau notamment. Mais qui prévoit un espace parasportif très 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 intéressant. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est bien dans ce guide qu'on est en train de rédiger et qui a vocation à être interactif, de parler de la réglementation, parler des innovations, parler du confort d'usage, mais aussi de mettre en exergue tous les acteurs qui mettent en place des innovations particulièrement intéressantes sur les territoires. Et on aspire à ce que ce guide soit finalisé d'ici la fin de l'année. Alors, parmi les actions que vous avez menées, il y a un volet audiovisuel, me semble-t-il. Je suis bien placé pour le savoir. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un axe fort au sein du centre d'expertise pour handicap. On a un collègue qui
qui est sportif de haut niveau, alors qui n'est pas sportif de haut niveau au sens, je dirais, littéral du terme, puisqu'il est tunisien et qu'il est donc il peut pas être sur une liste, mais il a fait les Jeux paralympiques les Jeux olympiques de Tokyo, pardon. Et qui est dédié en effet à la communication et en particulier aux vidéos. Donc il produit beaucoup de vidéos, notamment des vidéos d'acteurs justement qui sont répertoriés sur le HandiGuide, mais pas que. Donc on a un axe fort, je dirais, au niveau des vidéos, et puis on a travaillé avec vous, avec le service audiovisuel, avec toi Sylvain, pour justement pour sensibiliser l'ensemble des acteurs parasportifs au handicap, avec Quentin, Quentin qui est un humoriste bien connu et qui est venu une journée avec un pote à lui pour très gentiment faire la visite du site de l'INSEP et puis permettre en effet, grâce à son humour dévastateur, de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'importance de la pratique sportive, parasportive. Voilà, donc, et avec des rencontres fortuites qu'on a organisées avec Givry Zeman. Enfin, en tout cas, son effet, c'est le premier, cette première vidéo qu'on a faite, qui a bien fonctionné, qui avait été pas mal relayée. On continue maintenant à faire des travaux, je dirais, qui sont un peu plus substantiels, qui sont plutôt de l'ordre de documentaire. Là, on est sur un chantier aussi qu'on trouve vraiment intéressant, c'est il s'inscrit dans la stratégie nationale sport handicap. Alors, j'en ai pas parlé de la stratégie nationale sport handicap, mais voilà, on a une stratégie. Enfin, le ministère des Sports a une stratégie, et nous, on est un opérateur de cette stratégie pour un certain nombre de mesures. Et au sein de cette stratégie, il y a une mesure sur les aidants dans le secteur sportif, comment les aidants peuvent accompagner les personnes en situation de handicap, mieux les accompagner dans la pratique sportive, et puis en tant qu'aidant aussi mieux se prémunir d'éventuels burn-out, parce que et difficultés, et pourquoi pas, grâce à l'activité physique et la pratique sportive, se prémunir de ces difficultés-là. On est parti de cette mesure-là et on a fouillé avec un certain nombre d'acteurs et on a échangé avec la Fédération de sport adapté. Et la Fédération de sport adapté nous a dit oui, écoutez, nous on serait intéressés pour avoir un éclairage sur un métier qui nous semble vraiment apparaître, alors qui est lié au niveau, mais qui est vraiment sur l'accompagnement, quoi. Alors la dénomination, c'est les accompagnateurs la vie quotidienne ou accompagnateurs vers l'autonomie, qui accompagnent les sportifs de haut niveau qui ont un handicap mental au quotidien. Au quotidien, alors ça peut être faire une valise, ça peut être prendre un billet, ça peut être les amener à passer leur permis, c'est faire le lien avec les membres du staff sportif, faire le lien avec les parents, faire le lien avec, s'ils sont en ESAT, avec les ESAT, faire le lien avec le centre d'hébergement. Enfin, donc c'est un travail, je dirais, particulièrement... moi je connaissais pas cette mission et la question c'était de se dire, mais est-ce que finalement cette mission, parce qu'il y en a un certain nombre dans pas mal de pôles pilotés par la Fédération nationale de la FFSA, est-ce que c'est un nouveau métier qui émerge, et si c'est ce nouveau métier qui émerge, est-ce que finalement quelles sont les compétences requises, et le mieux c'était pour ça de demander aux protagonistes, ceux qui exercent ces missions, d'échanger avec nous. Et on a décidé avec la fédération de sport adapté, de donner un éclairage à l'occasion des Global Games sur ces accompagnateurs vers l'autonomie, qui sont en lien avec des sportifs de haut niveau. Donc cet éclairage, on l'a donné sur 2 AVA, on va dire AVA, accompagnateur vers l'autonomie, et puis deux sportifs de haut niveau. On a décidé de faire 3 prises différentes. Une prise avant les Global Games,
lors de regroupements, de stages, pour faire parler, mais à la fois les AVA, mais le reportage, il est centré vraiment sur eux, et non pas sur le sportif, même si bien sûr le sportif est interviewé et très très présent il sera très présent dans le documentaire. Mais l'entrée, c'est vraiment l'aidant et l'accompagnement. Est-ce qu'il est aidant, d'ailleurs ? C'était une vraie question. Eux considèrent qu'ils ne sont pas aidants, mais qu'ils sont accompagnants, parce qu'ils amènent vers l'autonomie. Mais la question, est-ce qu'un aidant, finalement, il n'amène pas aussi vers l'autonomie ? Et puis, donc, on a aussi été au moment des Global Games. Donc là, le pôle qui a été choisi, c'est le pôle paranatation. Hein. Donc, on est allé voir les compétitions de natation. Et puis, on revient juste aujourd'hui, après les Global Games, comment on digère tout ça, comment les accompagnateurs vers l'autonomie voient la suite, comment ils voient la suite avec les entraîneurs, comment ils voient la suite avec les éducateurs spécialisés, comment ils voient la suite avec la direction du CREPS, puisqu'ils sont au sein d'un CREPS. Enfin, voilà. Il y a des problématiques de financement sur ce nouveau métier, et pourtant ça semble être, en tout cas, on verra ce qui en ressort, mais ça semble être des rouages particulièrement importants dans l'accompagnement vers l'autonomie. Finalement, ils sont sportifs de haut niveau, mais finalement, c'est plutôt, ce qui est important, c'est de voir que c'est l'accompagnement vers l'autonomie qui prime, et finalement, c'est l'activité sportive qui amène vers l'autonomie, et ce rouage d'AVA, il est essentiel pour aller vers l'autonomie. Justement, ma question suivante est en lien avec ce que tu viens de dire. Selon toi, dans quelle mesure le parasport, et là je parle de la pratique, peut améliorer la vie, peut améliorer le quotidien d'une personne en situation de handicap ? Alors ça, c'est une question très très large qui est posée, je dirais, de manière un peu récurrente. Après, le sport, déjà, on voit bien les vertus du sport et de l'activité physique dans l'émancipation sociale, dans le développement personnel, dans la relation à l'autre. Enfin, elle est essentielle. Pourquoi elle serait finalement différente pour une personne en situation de handicap ? On peut considérer que certaines personnes en situation de handicap sont plus isolées que d'autres, ce qui est sans doute une réalité, et que finalement l'activité sportive, elle permet d'avoir ce lien social, elle permet d'aller plus loin, de se dépasser, mais en même temps, on peut pas considérer que le sport et l'activité physique suffisent. Enfin, pour moi, l'activité sportive et l'activité physique, elle est aussi essentielle que l'accès à la culture, que le lien social de manière générale, enfin, que la lecture, ce qui est peut-être différent, c'est que souvent les personnes en situation de handicap ont un lien avec leur corps, une relation avec leur corps qui est difficile, qui est souvent difficile. Notamment sur ceux qui ont un handicap moteur, hein, des personnes qui ont perdu un membre, qui sont paralysées, quelqu'un qui, en effet, la relation au corps est très particulière. En sachant que peut-être l'activité physique, c'est vrai qu'on a tendance aussi à faire la promotion de l'activité physique et à le mélanger avec l'activité sportive. L'activité physique, en fait, elle peut nous permettre de continuer à vivre, d'avoir, comme tout un chacun, d'avoir une activité physique régulière. Ça permet en effet de se sentir mieux dans son corps. L'activité sportive, ça va, à mon sens, au-delà, parce que au-delà du fait de se surpasser, il y a tout ce lien social avec les autres, notamment dans les sports collectifs, et c'est vraiment un outil de reconstruction.
Alors, au regard de ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que le parasport est déjà bien implanté dans les mœurs, on va dire? Est-ce qu'il y a une bonne communication autour de son existence, ou est-ce qu'il a besoin de davantage de visibilité encore? C'est vrai quand on parle de visibilité, on a tendance à penser forcément grand événements sportifs internationaux. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, le championnat du monde par athlétisme, de fait, on voit que alors, je ne sais pas si ça évolue, on va voir en termes de fréquentation. En tout cas, les moyens sont mis, quoi. Les moyens sont mis en termes de communication. On voit que à Paris, tu te promènes dans le métro, tu vois bien, même si tu n'es pas intéressé par le secteur sportif de manière générale, il y a une vraie communication qui est apportée à ces grands événements. Moi, j'ai participé à des réunions où sur la question de la communication de manière globale, avec des journalistes, avec l'Agence nationale du sport, et il y a tout un travail sur le vocabulaire. Tu me parles, toi, de parasport. C'est bien que tu parles de parasport, parce que c'est vrai que tout le monde parle pas toujours de parasport. C'est vrai qu'on a tendance à confondre le handisport, le sport adapté. Donc en fait, la sémantique, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec les journalistes pour que ce vocabulaire il soit stabilisé, que les journalistes sportifs utilisent les bons termes, il est essentiel. Bon, ça, c'est sur les grands événements sportifs, c'est important, mais enfin, moi, dans mon quotidien professionnel, la relation, elle est très ténue, quoi, en fait. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la visibilité. Enfin, le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes en situation de handicap qui aient une activité physique et sportive. Donc, qui soit le plus accessible possible. Donc, pour que ça soit le plus accessible possible, il faut que les personnes en situation de handicap connaissent l'offre de pratique. Et donc, on revient un peu sur le handi-guide. Il faut que l'ensemble des acteurs fassent connaître leur offre de pratique. Et sans doute qu'il n'y en a pas assez d'offres de pratique. Donc, il faut former ces personnes à recruter des personnes qui soient compétentes ou qui sont déjà compétentes mais qui sont à l'aise, à convaincre dans un club qu'il faut un projet politique qu'on intègre le parasportif. Donc il y a vraiment tout est lié finalement, la visibilité pour que ça vienne irriguer au plus près des territoires. Il faut à la fois la communication, il faut l'offre de pratique, il faut les personnes compétentes, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire avec les établissements médico-sociaux, avec les collectivités territoriales, avec l'ensemble du service public, de la jeunesse et des sports, et que tout le monde aille dans le même sens. Alors c'est vrai que avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y a eu toute une dimension héritage qui a permis en fait sans doute de booster plein de choses et au-delà de la sémantique, de développer vraiment le parasport. Le comité paralympique là aujourd'hui développé ce qu'on appelle les clubs inclusifs, c'est-à-dire une formation de dirigeants et d'éducateurs au parasport pour en effet mieux recevoir des personnes en situation de handicap, un plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Et ça, en effet, c'est grâce aux Jeux, paralympiques et à sa dimension héritage qu'on va pouvoir déployer un plus grand nombre d'offres de pratique et répondre aux besoins des personnes. Alors le but, c'est aussi de travailler avec les acteurs qui voient au quotidien les personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire aussi les maisons départementales, les MDPH, qui elles, instruisent les dossiers, mais qui ont une vision globale de la personne et qui voient aussi, au-delà de la question de la compensation, des allocations, la question économique, la question de la vie sociale et puis de la vie sportive, de la vie culturelle. Donc il faut travailler avec les MDPH, il faut travailler avec tous ces acteurs-là pour que finalement cette visibilité, elle sera possible que si on travaille tous ensemble et si on coopère, quoi.
Donc voilà, il y a des outils numériques qui vont être développés, mais au-delà des outils numériques, il y a de la formation. Et puis, faut surtout, je pense ce dont je suis convaincu, c'est que les acteurs doivent coopérer. C'est-à-dire qu'on doit absolument pas être sur une organisation au tuyau d'orgue, qu'on a tendance en fait à avoir un peu naturellement, que ce soit au niveau des fédérations, des services publics, mais même de toute institution. On a tendance à reproduire des choses qui sont déjà existantes et à pas forcément coopérer de manière efficiente. Donc la visibilité, en fait, elle passe en effet par les grands événements sportifs, mais je pense ce qui est très très important, c'est d'être au plus près du terrain. Et pour rendre visible cette pratique, faut travailler ensemble dans une synergie des acteurs territoriaux. Eh bien, merci Frédéric pour tes lumières. Je t'en prie, Sylvain. Au plaisir de te recevoir à nouveau dans ce podcast. Le plaisir est partagé. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.